Bonjour, c'était une crainte aujourd'hui confirmée. En Syrie, l'après-Bachar al-Assad s'annonce chaotique. Les célébrations ont vite cédé la place à l'inquiétude alors que le nouveau pouvoir d'Ahmed al-Shara, ancien djihadiste, fait face à une vague de violences intercommunautaires. Plus de 1300 alaouites tués début mars, une centaine de Druzes en avril. Le régime est-il dépassé ou complice? La Syrie bascule-t-elle dans un nouveau cycle de violence? Vous nous donnerez votre avis et surtout votre analyse. Aldel Bakawan, vous êtes sociologue, chercheur associé au programme Turquie-Moyen-Orient à l'IFRI notamment et auteur de cet ouvrage, La décomposition du Moyen-Orient, qui vient tout juste de sortir. C'est aux éditions Talendier. Mais d'abord, c'était il y a 2 jours tout juste. Ahmed al-Shara, ancien djihadiste donc et président de facto de la transition syrienne, était reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. Première visite dans une capitale occidentale pour l'ancien djihadiste, venu notamment chercher une levée des sanctions touchant son pays, déplacement également très controversé après plusieurs massacres intercommunautaires. Écoutez à ce sujet justement Ahmed al-Shara. La stabilité de la Syrie est importante pour la stabilité de la région et du monde. La Syrie a affronté et continue d'affronter des menaces sécuritaires majeures. Nous œuvrons pour y faire face. La sécurité des citoyens syriens est notre priorité absolue. Nous l'avons réaffirmé au président Macron. Aujourd'hui, personne ne se soucie autant de la France que les Français. C'est exactement la même chose pour la Syrie. Adel Bakawan, on vient justement d'entendre Ahmed al-Shara qui le dit, la sécurité des Syriens est sa priorité. Est-ce qu'Emmanuel Macron, d'une certaine manière, n'a pas donné une légitimité à cet ex-djihadiste avec cette visite et un pouvoir qui ne maîtrise pas ses propres troupes finalement? Écoutez, est-ce que le président Macron a fait un très bon geste en accueillant le nouveau président syrien? Je pense oui. Oui, pourquoi? Parce que la Syrie est un pays au cœur du Moyen-Orient. Je pourrais même dire qu'il est le pivot du Moyen-Orient. Et ce pivot doit être stabilisé, sécurisé et développé pour ne pas qu'elle devienne un acteur de déstabilisation de l'ensemble du Moyen-Orient. Pour cela, et dans cet objectif-là, le président Macron a bien fait de l'accompagner, de l'encadrer, de le guider et d'imposer ses propres conditions à Ahmed al-Shara. Et je pense que l'opération est une réussite. Alors, pour le moment. Pour le moment, Ahmed al-Shara qui est notamment venu chercher, je le disais, une levée des sanctions qui frappent son pays. Côté français, on espère obtenir en échange des garanties sécuritaires. C'est ça qui préoccupe en premier lieu les Français, notamment le sort des ex-djihadistes qui étaient présents dans les rangs d'HTC, notamment Hayat Tahrir al-Sham, là d'où est issu Ahmed al-Shara. C'est la seule explication, selon vous, de cet exercice un peu de réalpolitik, il faut bien le dire? Non, ce n'est absolument pas la seule explication de cette visite. Bien évidemment, la question du terrorisme est un dossier fondamental pour la France qui est frappée à plusieurs reprises par le terrorisme, avec le terrorisme de Daesh, avant Al-Qaïda, etc. Et donc, oui, le terrorisme, la gestion du dossier des terroristes est une problématique fondamentale pour la France. Mais pas seulement, mais aussi la question géopolitique. La France a un allié ou des alliés stratégiques, notamment les FDS, les Kurdes en Syrie. Dans cette nouvelle Syrie-là, quelle place pour les Kurdes? Ça, c'est une préoccupation géopolitique très importante pour la France. Et ensuite, il y a la confrontation turco-israélienne sur le sol syrien, n'est-ce pas? La France a une vision, a un mot à dire. Et après, il y a la question libanaise, n'est-ce pas? Depuis toujours, la Syrie était un acteur majeur dans la gestion du Liban. Désormais, cette nouvelle Syrie, comment doit intervenir dans ce dossier libanais le président Macron et la France d'une manière générale? Autrement dit, c'est un ensemble de facteurs et il ne faut jamais oublier, il y a la reconstruction de la Syrie aussi, et c'est-à-dire la dimension économique. On va y revenir. Et ce cycle de violence intercommunautaire qu'on évoquait, je vous le disais, a débuté début mars après un massacre visant des Alaouites, l'ethnie d'origine de l'ancien dictateur Bachar al-Assad. Ce sont des Druzes qui ensuite ont été visés, c'était début avril. Là encore, des milices affiliées au nouveau pouvoir sont pointées du doigt. Des combats près de Damas, mais aussi à Soueïda, bastion de cette communauté, de quoi provoquer des raids israéliens. L'État hébreu, grand défenseur de la communauté druze. Léo Péchard vous explique. Sur le plateau du Golan occupé, les troupes israéliennes patrouillent le long de la frontière syrienne. Dans la nuit de jeudi, elles ont frappé les abords du palais présidentiel à Damas. Un message clair du gouvernement israélien envoyé au régime syrien, accusé de ne pas protéger la communauté druze.
Je demande à la communauté internationale de jouer son rôle en protégeant les minorités en Syrie, en particulier les Druzes, du régime et de ses bandes terroristes, et de ne pas fermer les yeux sur les événements difficiles de ces derniers mois. Parmi ces événements difficiles, les intenses violences qui ont eu lieu entre des combattants druzes et sunnites liés au nouveau pouvoir. À l'origine, la diffusion d'un enregistrement vocal jugé blasphématoire à l'égard du prophète et attribué à un druze. Les affrontements ont fait au moins 100 morts selon un dernier bilan. Il faut maintenant reconstruire le pays. Nous nous sommes débarrassés du régime de Bachar al-Assad, Dieu merci. Nous devons continuer dans la joie, nous serrer les coudes et travailler. Ces combats ont réveillé le spectre des massacres de début mars. Plus de 1700 personnes ont été tuées, en grande majorité des membres de la minorité alaouite, à laquelle appartient le président déchu, Bachar al-Assad. Adel Bakawan, comme avec les Alaouites qui ont été tués, sont encore des milices sunnites affiliées au nouveau pouvoir qui sont en cause dans ces exactions qui ont donc touché les Druzes. Comment l'interpréter? Selon vous, c'est la conséquence des 14 ans de guerre qui ont ravagé la Syrie? 14 ans de guerre, bien évidemment, et indiscutablement un rôle fondamental, mais pas seulement. Il y a une dimension idéologique aussi dans ces massacres. Ce n'est pas uniquement le massacre des Druzes, mais il y a le massacre des Alaouites. Il y a des Ismaéliens qui ont très très peur, il y a des chrétiens, il y a des Kurdes. Autrement dit, la plus grande difficulté, l'enjeu le plus important pour moi, pour Ahmed Shara et pour la nouvelle série, c'est vraiment la question suivante. Selon quel paradigme nous allons gérer, ils vont gérer la question de la diversité syrienne. Est-ce qu'ils vont mettre en place un État du modèle Bachar al-Assad, c'est-à-dire centralisé, qui s'impose à tout le monde par une violence radicale, ou ils vont être dans l'inclusion, dans l'insertion, dans l'ouverture, dans le référentiel social, dans un contrat social ou pas? Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons que de bonnes paroles d'Ahmed Shara. En termes d'actes, à ce jour-là, nous n'avons aucun. Nous sommes très, très, très loin de voir la diversité syrienne comme une source de richesse et non pas une source de menace. Est-ce que, du coup, selon vous, il faut différencier les deux violences, celles qui ont ciblé les Alaouites, celles des Druzes? Non, absolument pas. Absolument pas. C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est pourquoi, pendant le massacre des Alaouites, les Druzes, ils avaient peur. Pendant le massacre des Druzes, les Ismaéliens ont peur. Et même pendant les deux massacres-là, les Kurdes se disent « mais nous avons raison de garder notre armée » parce que c'est la seule chose, c'est le seul mécanisme qui pourrait nous protéger contre la violence d'État. Autrement dit, non, malheureusement, ça vient de cette mentalité qui perçoit la diversité syrienne comme une menace et non pas comme une source de stabilité et de richesse. Au moment où Ahmed Shara accepte un État décentralisé en intégrant les différentes composantes de la société, on passera à un autre paradigme. Hélas, jusqu'à aujourd'hui, on est dans le paradigme de Bachar al-Assad. Alors justement, le régime d'Ahmed al-Shara a promis des réponses à ces massacres. Quelle réaction a justement été celle du nouveau régime de Damas, là où vous vous trouvez, Dana Alboz? Les nouvelles autorités en Syrie ont promis à plusieurs reprises de traduire en justice les responsables des affrontements confessionnels et des violences visant les Alaouites et les Druzes. Ils disent vouloir protéger toutes les composantes de la société syrienne. Le gouvernement met surtout en cause des groupes armés hors la loi selon ses propres termes, ainsi que des groupes loyalistes à l'ancien régime. Et concernant les derniers affrontements à caractère confessionnel en banlieue de Damas et dans le sud du pays, des accords ont été conclus avec les groupes locaux pour permettre l'intégration des combattants druzes au sein des forces du ministère de l'Intérieur. Et concernant les Alaouites et sur la côte, deux comités ont été créés, l'un chargé d'enquêter et de poursuivre les responsables des tueries, l'autre est destiné pour apporter du soutien aux habitants de l'Étaké et de Tartous. Mais 2 mois après ces événements, les événements sur la côte, on attend toujours les résultats de l'enquête qui doivent être rendus au plus tard en juillet, la date limite ayant été repoussée de 2 mois.
Adel Bakawan, on vient de voir cette réaction très timide des nouvelles autorités syriennes. Est-ce que c'était l'illustration d'un État qui peine à mettre son emprise sur son territoire ou d'un pouvoir qui est désormais celui d'un pouvoir de milice? Écoutez, Ahmad Shara est un président fragile et fragilisé à la tête d'un État et d'un pays structurellement fracturé. Dans cette Syrie-là, il y a 500 groupes armés. Dans les 500 groupes armés, je pourrais dire 85%, ce sont des groupes armés radicalisés, autrement dit, qui appartiennent à des idéologies très, très radicales et qui ne sont pas forcément contrôlées par Ahmad Shara. Il faut dire aussi que le nord est occupé par la Turquie, le sud par Israël, n'est-ce pas? Nord-est par les États-Unis d'Amérique, la côte par la Russie. C'est dans ce pays-là, Ahmad Shara, oui, il a de très, très bonnes paroles, mais malheureusement, à l'échelle d'action, aujourd'hui, nous n'avons pas des choses concrètes. Il y a eu deux massacres, Alaouites et Druzes, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas les résultats, n'est-ce pas? Et à chaque semaine, on repousse la date limite pour déclarer les résultats. Moi, j'attends ces résultats pour savoir si vraiment il va traduire les coupables devant la justice ou pas. Et oui, car la Syrie, c'est une mosaïque de communautés. Quelles sont-elles, justement, ces communautés, Maya Yatagen? Oui, si l'on parle de minorités ethniques, alors dans ce cas-là, il faut commencer par les Kurdes que vous voyez au nord donc, de la Syrie. Vous les voyez en jaune sur cette carte. Ils représentent 8 à 15% de la population syrienne, mais administrativement, ils occupent à peu près un quart du pays avec une semi-autonomie. Ça, c'est donc pour la partie ethnique. Parlons cette fois-ci de répartition religieuse. Sur la carte, vous voyez des zones en vert clair. Ce sont les musulmans sunnites qui représentent 3/4 de la population. Et d'ailleurs, Ahmed al-Shara et les rebelles du HTC sont des musulmans sunnites. Il y a donc les sunnites et il y a aussi les chiites. Les chiites en Syrie sont assez peu nombreux, mais ceux qui sont issus de branches issues du chiisme, beaucoup plus. Les plus connus, c'est certainement les alaouites que vous voyez sur cette carte en vert foncé, 12% de la population, mais c'est eux qui occupaient les postes stratégiques en Syrie quand le clan Assad était au pouvoir. Ensuite, il y a les Druzes, vous les avez mentionnés. Sur cette carte, vous les voyez en violet à côté de la Jordanie et aussi sur le plateau du Golan occupé par Israël. Et enfin, il reste des chrétiens en Syrie. Il y a plus d'une dizaine d'années, c'était environ 10% de la population, mais selon les experts, il y en a de moins en moins. Certains vont même jusqu'à parler d'effacement de cette communauté. Et oui, la Syrie qui est un pays profondément divisé en termes de communauté. Adel Bakawan, est-ce que finalement, avec la faiblesse de l'État syrien actuel, les différentes zones d'occupation du territoire que vous avez mentionnées, on ne se dirige pas finalement à un scénario à la libanaise d'une certaine manière pour la Syrie? Fragmentation totale du pays. Ça dépend comment les nouvelles élites de la nouvelle Syrie réagissent par rapport à la reconstruction de cet État. Malheureusement, aujourd'hui, depuis le 8 décembre de 2024, le seul modèle travaillé, c'est le modèle de Bachar al-Assad. Le seul discours qu'on entend, c'est le discours d'un État centralisateur de Bachar al-Assad. Autrement dit, les nouvelles élites se comportent comme si leur modèle, l'unique modèle disponible à leur disposition, n'était que le modèle de Bachar al-Assad. On va remplacer une forme d'hégémonie alaouite par une hégémonie sunnite maintenant. Voilà, par exemple dans le système, dans le régime Bachar al-Assad, on avait un président supposé être au centre du monde. Là, on a un président, n'est-ce pas, qui souhaite s'imposer à tout le monde. On avait une base alaouite sociale qui soutenait le régime. Là, on a une base sunnite. On avait un État, une puissance du système régional à la République islamique d'Iran qui soutenait la Syrie de Bachar. Aujourd'hui, vous avez la Turquie en tant que puissance du système. Autrement dit, tant que nous n'avons pas changé, tant qu'ils n'ont pas changé ce paradigme de réflexion, de la gouvernance, il est peu probable que l'État syrien puisse se stabiliser et se sécuriser. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, ou bien vous écoutez les composantes de votre société, ou bien vous allez utiliser cet État contre votre propre société. Et dans ce cas-là, la Syrie de 2025 n'est pas celle de 2011 ou 2010. La Syrie de 2015 est passée par 13 années de guerre civile, n'est-ce pas? Un État fracturé territorialement, éthiquement, confessionnellement. Vous ne pouvez pas les fédérer, toutes ces régions-là, si vous ne passez pas par un contrat social.
Et justement, on a vu que notamment Israël, dès la chute du régime de Bachar al-Assad, a mené des frappes sur le territoire syrien. Les dernières, c'était à proximité du palais présidentiel, après des attaques contre la minorité druze, qu'on évoquait un peu plus tôt, minorité que l'État hébreu a juré de protéger. Claire Duhamel, vous êtes notre correspondante à Jérusalem. Pourquoi Israël vole au secours des Druzes, Claire ? Écoutez, le premier intérêt israélien, il est avant tout pour sa propre population. Il s'agit de s'assurer le contrôle de la frontière entre le plateau du Golan annexé et la Syrie. Depuis la chute du dictateur Bachar al-Assad, l'armée israélienne a cherché à occuper plus de terres, au-delà même de la zone tampon. Et le gouvernement a dit qu'il ne tolérerait pas de mouvements militaires au sud de Damas. Et puis pour les Israéliens, il y a aussi la volonté de se placer comme protecteur de la minorité druze, qui représente environ 3% de la population syrienne. Les Druzes sont aussi présents dans le nord d'Israël et sur le plateau du Golan. Certains sont intégrés dans la société israélienne, d'autres beaucoup moins. Et Israël dit agir en soutien de cette population. Le pays a notamment annoncé avoir accueilli une vingtaine de Druzes syriens blessés dans des hôpitaux israéliens. Mais ce qui est certain, c'est que ce soutien israélien aux Druzes, il déplaît à beaucoup qui voient là une tentative d'ingérence, d'occuper durablement des terres au sud de la Syrie. Et en ce sens, clairement, la minorité druze est devenue au cœur des nouvelles relations entre la Syrie d'Ahmad al-Shara et l'Israël de Benyamin Netanyahou. Adel Balkawan, on vient de le voir, Israël présente comme une obligation morale, d'une certaine manière, de protéger les Druzes en Syrie, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'opportunisme, une volonté, pourquoi pas, de créer des zones tampons communautaires, comme notamment c'est le cas sur le plateau du Golan ? Il y a une obligation morale, éthique, mais aussi il y a des calculs politiques. C'est grâce à ces calculs politiques, depuis 4 jours, on assiste à des négociations directes pour la première fois entre les Syriens de Ahmad al-Shara et les Israéliens. Il y a eu une délégation qui représentait Ahmad al-Shara qui ont rencontré l'armée israélienne pour négocier la relation entre les deux pays. Et ça, c'est sans précédent. C'est une donnée très, très importante. Alors, début mars, les nouvelles autorités, elles ont dû faire face à leur premier gros défi sécuritaire. La province de Latakia à l'ouest de la Syrie a sombré dans le chaos. Les factions loyalistes de l'ancien régime ont lancé une offensive, on l'évoquait un peu plus tôt, contre les nouvelles forces de sécurité. Le bilan est lourd, plus de 1300 morts, dont de nombreux civils, selon plusieurs ONG. Vous allez le voir dans ce reportage tourné par notre correspondante en Syrie. La région est plongée dans la peur d'un nouveau cycle de violence. Dana Alboz et Youssef Garibi pour France 24. Dans la région de Latakia, ils sont nombreux à chercher leurs proches. Salut Ibrahim, ça va? Qu'est-ce qu'il portait comme vêtements? Des chaussures marron? Non, ce n'est pas lui. Une semaine après les attaques les plus meurtrières depuis la chute de Bachar al-Assad, l'odeur de la mort est partout. Des dizaines de corps s'entassent dans cet hôpital. Les morgues sont débordées. Mon père est parti tôt le matin pour travailler dans un champ de citronniers. Dans l'après-midi, les affrontements ont commencé et la zone a été encerclée pendant 2 jours. On a pu le joindre pendant ce temps, mais après, nous avons perdu contact avec lui jusqu'à aujourd'hui. Nous le cherchons encore. Nous ne l'avons pas retrouvé. Le 6 mars, les forces loyalistes au clan Assad ont lancé une offensive contre les nouvelles autorités. S'en sont suivis plusieurs jours d'affrontements entre les deux camps. Le bilan est lourd, selon plusieurs ONG, plus de 1000 morts, parmi lesquels de nombreux civils alaouites, confession de la famille Assad. Nous avons dû fuir, les maisons étaient pillées. Nous sommes allés dans les montagnes pour nous cacher. Voilà donc pour cet extrait de notre reportage tourné là-bas, en Syrie. Donc Latakia, c'est Adel Balkawan, c'était le cœur de l'ancien régime de Bachar al-Assad. Le nouveau pouvoir, est-ce qu'il a mené sur place une opération sécuritaire pour reprendre la main, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté, pourquoi pas, de nettoyage communautaire ? Écoutez, il y avait les deux. Il y avait à la fois des opérations militaires pour reprendre le contrôle de la zone, mais il y avait aussi, lorsqu'on analyse les vidéos, les images, il y avait une vraie volonté d'un nettoyage confessionnel. Oui, bien sûr. Nettoyage confessionnel, est-ce que c'est des éléments qui ont échappé au contrôle du nouveau régime, ou est-ce que ça découle d'une vraie volonté de ce nouveau pouvoir ? Écoutez, le discours officiel, c'est que ce sont des éléments non contrôlés, non contrôlables par le gouvernement central. Mais lorsqu'on analyse les images, et vos confrères dans le journal Le Monde ont analysé les images, ce sont les forces de sécurité de l'État.
Et justement, vous l'évoquiez, des documents authentifiés par nos confrères du Monde ont prouvé l'implication des forces du nouveau régime dans ce massacre des Alaouites, des hommes fidèles à l'ancien djihadiste, désormais président par intérim, Ahmed al-Shara. D'ailleurs, qui est-il exactement et quel est son parcours à Ahmed al-Shara, Maya Tagen? Alors Ahmed al-Shara a 42 ans, jeune, il se destinait à des études de médecine, puis il a été radicalisé suite à 2 événements, la seconde intifada en 2000 et l'invasion américaine de l'Irak en 2003. C'est cette année-là qu'il décide de rejoindre les rangs d'Al-Qaïda et d'adopter le nom de guerre de Abu Mohamed el-Joulani. Après 5 ans de prison dans des geôles irakiennes, il va ensuite retourner vers la Syrie, dans une Syrie en 2011 qui se soulève. Il va y fonder une branche d'Al-Qaïda, le front Al-Nusra, et refuser, on le voit ici, Al-Joulani, il va refuser une fusion avec l'État islamique et même s'éloigner à partir de 2016 d'Al-Qaïda. Il va réussir avec ses troupes à prendre le contrôle de la région d'Idlib, au nord donc de la Syrie, où avec la coalition HTC, il va mettre en place un régime autoritaire, conservateur, mais modéré, plutôt protecteur des minorités, ouvert sur les minorités. Et ces forces, qui vont être donc centralisées notamment d'un point de vue militaire, vont déferler sur Damas et permettre la chute de Bachar el-Assad. Et c'est à ce moment-là que Abu Mohamed el-Joulani va troquer son nom de guerrier, mais aussi son costume kaki pour endosser le costume du politicien et entamer une opération de séduction à l'égard de la communauté internationale, notamment pour lui demander de lever les sanctions, car son groupe est encore considéré comme terroriste. Opération donc d'abord de guerre par les armes, puis de guerre par les images. On l'a vu il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, il était en train de mettre des paniers de basket avec l'un de ses ministres. Et voilà donc pour ce parcours d'Ahmed al-Shara el-Bakawan, on vient de le voir, c'est devenu un maître de la communication d'une certaine manière. Ahmed al-Shara, c'est aussi un homme avec différentes facettes, différentes faces. C'est difficile de saisir qui il est vraiment. Il y a une boîte de communication composée environ à 63 communicants, tous britanniques et turcs, payés par le Qatar. Il n'est pas seul. On détermine même la taille de sa barbe. Numéro 1. Numéro 2, je pense que cette transformation est réelle, est tout à fait réelle. Désormais, Ahmed al-Shara n'est plus le djihadiste internationaliste, mais plutôt un islamiste nationaliste syrien. Troisième élément, et là je m'arrête, la Syrie d'Ahmed al-Shara a besoin d'un vrai miracle politique pour ne pas glisser dans une guerre civile totale. Sans ce miracle politique, il est peu probable que la Syrie puisse rester comme un État uni et unifié. Et justement, cette nouvelle Syrie d'aujourd'hui qu'on évoque, c'est la suite logique de 15 ans de guerre, un conflit sanglant débuté en 2011 dans le sillage des soulèvements du printemps arabe. Retour en images justement dans le monde, dans tous ces États, sur les premiers soulèvements anti-Bachar, déjà sévèrement réprimés à l'époque, avec ce reportage datant de 2011 de Huguette. La Syrie soumise à une répression sévère et pourtant, le mouvement s'étend. Il gagne aujourd'hui Alep, la grande ville du nord, jusqu'ici en retrait. Mais c'est sur la côte, à Banias, que la situation est la plus tendue. Le week-end a été meurtrier. Les chars bouclent la ville depuis 3 jours. Les arrestations se multiplient. Les services spéciaux sont entrés dans la ville. Ils ont arrêté une centaine de personnes. Les miliciens ont aussi tendu une embuscade et ont tué des militaires pour pouvoir dire ensuite que les manifestants s'en prennent à l'armée. Pour tenter de désamorcer la crise, le président Bachar al-Assad a promis des réformes, mais il est resté très vague. Les Européens et la France, qui condamnent la répression, lui demandent aujourd'hui d'agir vite. Il y a des annonces qui ont été faites, il y a des projets qui ont été mis sur la table par le pouvoir politique syrien. Eh bien, maintenant, il faut y aller, il faut les faire et il faut les faire vite. Comme dans l'Irak voisin en 2003, les manifestants n'hésitent plus à s'en prendre au symbole du régime. Ici, le buste du père de Bachar al-Assad. Mais à leur côté, il n'y a pas d'armée étrangère. Voilà donc pour les extraits de ce reportage datant donc de 2011. Adel Bakawan, quand on voit ces images du début du soulèvement syrien populaire de 2011, on a l'impression que la révolution syrienne a été trahie, que c'était finalement un beau rêve et qui a finalement s'est effondré dans la ruine, dans le sang, quoi. Écoutez, la Syrie fait partie des 10 pays du printemps arabe. Nous n'avons aucun pays qui a réussi son pari. On avait la Tunisie, n'est-ce pas, qui avait une parenthèse de démocratie. Désormais, on est glissé dans la dictature totale. Donc la Syrie ne fait pas d'exception. La Syrie fait partie de la règle.
hélas, tous les pays du printemps arabe, ou bien ils sont entrés dans la dictature totale, ou bien dans la guerre civile. La Syrie est entrée dans la guerre civile avec 7 millions de déplacés, 8 millions de réfugiés et une population aujourd'hui, hélas, post-Bachar al-Assad avec 90% en dessus de la pauvreté. La Syrie a besoin de 500 milliards de dollars pour sa reconstruction. Oui, non, mais les conditions objectives sont terribles. Un dernier mot avec vous. Est-ce qu'un État stable et pacifique est possible en Syrie ou est-ce qu'on est contraint et condamné à avoir un pouvoir brutal et communautariste? C'est tout à fait possible à deux conditions. La première condition, des élites responsables syriennes à l'échelle intérieure de l'État, syrienne, des élites syriennes, et avec l'accompagnement de la communauté internationale. La communauté internationale doit assumer ses responsabilités. Pour une fois, elle n'a pas assumé ses responsabilités au Yémen, en Libye, au Soudan, en Irak et dans d'autres pays. Il est temps que la communauté internationale assume ses responsabilités, mais ça ne suffit pas. Il faut ces élites-là qui assument leurs responsabilités et qui portent un référentiel, un contrat social fédérateur et non pas un État centralisateur qui s'impose par la violence. Tout reste donc à faire pour le nouveau pouvoir d'Ahmed al-Shara, on l'aura compris. Merci beaucoup Adel Bakawan d'avoir répondu à nos questions. Le Monde dans tous ses états, c'est fini pour cette semaine. Restez avec nous sur France 24.